Bonjour Abiton. Shalom Aleichem, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous dans l'émission du Face à Face. Vous allez répondre aux questions des auditeurs et on vous remercie d'être là. Avec plaisir. Alors, première question, très courte, d'un anonyme. Bonjour Rav, doit-on pardonner les violences conjugales? Alors c'est une question à laquelle il est impossible de répondre oui ou non. Parce que dans les faits, et en tant que thérapeute de couple, ça je peux le dire, c'est que le pardon c'est un processus. Et donc dire à quelqu'un « vous devez pardonner », c'est évidemment faire fausse route. Parce que les gens qui ont été victimes de violences conjugales, c'est des gens qui ont une blessure qui est quasiment ouverte à vie. Et donc, quand on s'adresse au couple, on doit rentrer d'abord dans les raisons qui ont conduit à cette violence, on doit essayer de l'explorer, on doit essayer de la comprendre. La comprendre, c'est pas dire la justifier, c'est comprendre les ressorts de cette violence. Où c'est né, comment c'est arrivé, notamment dans l'histoire en général des maris, puisque ce sont plutôt les maris qui sont violents physiquement. Et à partir de là, à partir du moment où on a bâti ce processus, on comprend également que le couple est venu en général en thérapie pour essayer précisément de redémarrer. Et donc va se poser dans la logique du redémarrage la question du pardon, qui est un processus. Donc à cette question, je réponds, on aboutira d'une manière ou d'une autre, quand on rentre dans un processus de thérapie, au pardon, mais c'est un processus, et c'est un processus qu'il faut construire, il a ses stations, il a son temps, et il a surtout un temps qui est un temps émotionnel. Et comme ce temps, il est émotionnel, donc c'est un temps qui n'est pas factuel, c'est un temps qui ne peut pas se mesurer. C'est la raison pour laquelle c'est difficile de répondre à cette question, oui. Mais surtout qu'en plus, on ne sait pas là si c'est une femme, si c'est un homme, et on ne sait pas s'ils veulent rentrer parce que ça se trouve, elle veut, oui. Ou lui veut rentrer en thérapie, etc. Mais ça se trouve, l'autre il veut pas, l'autre il est très bien comme ça. Ouais, pour lui, c'est même pas une violence en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, très souvent, enfin c'est une violence, mais en général ce qui se passe, c'est que le mari a honte, il a peur, et ce qui arrive également, c'est que lorsque la femme a porté plainte, et que la police s'en est mêlée, ils sont tenus de faire un processus de thérapie, parce que sinon le mari va en prison. Donc finalement, d'une certaine manière, à partir du moment où ils prennent contact avec le thérapeute, où ils prennent contact avec un rave, même hors processus de thérapie, ils sont déjà dans une logique dans laquelle ils sont obligés de reconnaître les choses. Et donc le mari va devoir s'expliquer sur ce qu'il a fait, et la femme va devoir également expliquer ce qui a conduit finalement le couple à se retrouver dans cette situation. Et il peut changer? Alors on peut toujours changer. Il faut 3 choses pour changer. D'abord, il faut le décider. Ensuite, après, il faut comprendre que le changement est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se pratique, c'est une expérience. Le changement, c'est une expérience. Et puis aussi, il faut comprendre que le changement, c'est comme une teshuva quand il s'agit de violence. Et le partenaire numéro 1 de la teshuva, c'est évidemment l'autre qu'on a frappé, qu'on a offensé. Et puis ceci, Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Donc il faut prier, il faut changer. Il faut changer, il faut prier. Il faut les deux. C'est un processus. Il y a un truc intéressant que vous avez dit tout à l'heure, c'est on essaie de savoir quelle est la cause. Alors bon, évidemment, c'est pas à prendre au mot quelle est la cause, etc. Parce que j'imagine que vous pensez que peu importe la cause, il ne devrait pas y avoir ça. J'imagine. Mais de rentrer dans ça, c'est pas un petit peu comme on dirait par exemple une femme ou un homme qui serait amené à être jugé pour viol. On dirait mais comment t'étais habillé? On dirait à la fin comment t'es habillé. Est-ce que c'est audible ça? Alors la question de la cause, c'est pas du tout une tentative d'expliquer ou de justifier. Hein. Quand on parle de cause, il faut savoir de quoi on parle. Le travail d'un thérapeute, c'est pas d'être ni un flic, ni un juge, ni un arbitre. Le travail d'un thérapeute, c'est de démonter les systèmes et de comprendre où le système marche, où il marche pas. Lorsque quelqu'un est violent, il vit avec des systèmes de référence qui sont faux. Donc il faut l'amener à réfléchir sur ces systèmes de fonctionnement. Il faut l'amener à démonter systématiquement ces systèmes de fonctionnement. Il faut l'amener aussi à adopter d'autres systèmes de fonctionnement. Donc la personne qui est violente, c'est d'abord une personne qu'on ne va pas juger quand elle vient en thérapie. C'est d'abord une personne qu'on va aider à comprendre ce qu'elle est et d'où viennent ses actes. Et on va l'aider à changer. On va l'aider à comprendre que la violence est quelque chose de destructeur, évidemment pour sa femme, pour sa famille, pour ses enfants, mais également pour elle-même. Et donc on va l'amener petit à petit à comprendre qu'il y a d'autres manières de gérer les conflits, il y a d'autres manières de sortir des conflits, et peut-être même il y a une autre manière d'envisager les conflits. Parce que la plupart du temps, lorsque les gens sont violents, c'est parce qu'ils considèrent, au fond, que les conflits sont des catastrophes. Alors que nous, les thérapeutes, on a tendance à considérer que les conflits sont inévitables et normaux. Et donc il faut surtout, avant toute chose, apprendre à les gérer, et apprendre à les vivre, et apprendre à savoir ce qu'on peut tirer d'un conflit, finalement, d'une différence d'opinion. Donc c'est de ça dont il s'agit. Ça vous est déjà arrivé, vous, à titre personnel, enfin, dans le cadre de vos professionnels, plutôt, on va dire,
d'arriver dans un cas où on se dit non, là, il a dépassé les bornes. C'est-à-dire qu'il y a une violence conjugale, vous dites, bon, divorcer. Oui, bien sûr. Laissons de côté la question du divorce, mais en tout cas d'arrêter une thérapie parce que je constate que la personne fait preuve d'une violence récidivante ou fait preuve de très mauvaise volonté dans le processus de la thérapie, oui, bien sûr que ça m'est arrêté, parce que je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'il y a des limites, c'est fondamental. La notion même de thérapie, dans ce cas-là, elle est liée à la notion d'acquisition des limites. Parce que s'il y a eu violence, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de limites qui ont été franchies. La violence conjugale, c'est le franchissement de limites. C'est d'abord ça qu'il faut dire. C'est déjà un franchissement. Bien sûr, c'est déjà un franchissement de limites. Et lorsque l'objectif de la thérapie, qui est précisément d'apprendre à la personne à restaurer des limites, à comprendre les limites de son comportement, à comprendre finalement le droit à l'autre de s'exprimer, finalement de lui apprendre à elle comment s'exprimer, dans quelles limites s'exprimer. Lorsqu'on voit qu'il y a une violence récidivante ou qu'il y a un refus finalement, ou une impossibilité même. Ou si le mec, si la personne par exemple elle vous dit ouais mais elle m'a vraiment énervé, c'est-à-dire que il rentre pas dans un cadre où j'ai fait une bêtise. Non, elle m'a vraiment énervé, c'est-à-dire que il va travailler sur lui-même, mais dans 2-3 ans, si elle l'énerve encore à ce niveau-là, ça peut être homme-femme, hein, quand je dis elle ou il, bah ça pourra toujours... C'est-à-dire que vous dites là, il vient pas dans une situation où il se dit, bon, j'ai fait une bêtise, il faut que j'arrête. Il se dit, ouais, mais dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Absolument, oui, d'ailleurs, j'ai eu ce genre de questions. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? J'entends ce genre de choses, bien sûr, j'entends ce genre d'interpellation. Mais ce que j'entends dans cette interpellation, c'est finalement, je suis perdu et je n'ai pas de repère et je ne sais pas comment faire. Et mon travail, c'est de dire, je ne suis pas à votre place, mais soyez-vous à la vôtre et mettez votre femme à sa vraie place et mettez votre couple à sa vraie place et vos enfants à sa vraie place. Vous êtes le père, vous êtes la référence, vous êtes l'autorité, vous êtes la personne vers laquelle, finalement, les yeux sont tournés. Votre femme a une place, elle a une légitimité. Les yeux également sont tournés vers elle. Vos enfants vous regardent. Les décisions de comportement que vous prenez aujourd'hui, ce sont des décisions de comportement qui vont avoir un effet dans les 15 ans et les 20 ans qui viennent sur vos enfants. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les gens qui sont violents, les hommes violents, sont des gens auxquels on n'a jamais dit non ou auxquels on a trop dit non. Autrement dit, des gens qui vont être complètement sadisés dans la relation avec les parents ou au contraire des gens auxquels on a laissé champ ouvert. Donc ils n'ont pas la conscience des limites. Et donc les décisions de comportement que leurs parents ont prises il y a 15 ans, il y a 20 ans, elles font un effet là maintenant. Et donc l'idée, c'est de mettre cette personne-là en face de la conséquence de ses actes. Qu'elle sache que dans 15 ans ou dans 16 ans, ses enfants seront marqués par cette violence. Donc toute l'idée, effectivement, elle est d'apprendre aux gens les conséquences, les limites, réfléchir un peu de manière différente sur les conflits, comprendre ce qu'est un conflit et comprendre comment gérer un conflit. Et donc cette idée de « elle m'a énervé », oui, effectivement, je l'entends, mais effectivement, si tu es complètement irrecevable. Elle m'a énervé, oui, effectivement, mais il y a des gens, quand on les énerve, ils préfèrent partir. Il y a des gens, quand on les énerve, ils vont répondre calmement. Et vous avez choisi de frapper. Pourquoi? Réfléchissons sur le pourquoi de ce coup. Chez vous, qu'est-ce qui fait chez vous que vous choisissez ça plutôt qu'une autre solution? Et en comprenant votre histoire, on va désamorcer petit à petit ce qui finalement vous conduit à cette violence. Et ça, c'est oui possible par les thérapies. Alors, ok. Et si par exemple une femme me dit non mais je crois pas qu'il changera, il m'a tapé, c'était la fois de trop, vous vivez pas chez moi, c'est tout le temps, voilà, et là c'est fini, je pourrais plus le pardonner, j'arriverai pas. Et j'aurai toujours peur, je vivrai toujours dans la peur. Et si il me refrappe pas, c'est parce que justement moi je me serais rabaissé. Et je veux plus ça. Alors, dans ce genre de situation, sans rentrer ici dans la casuistique des cas qu'on a à traiter, mais il faut comprendre une chose, c'est que la position d'une femme victime de la violence est d'abord une position de désarroi absolu. C'est une position d'impuissance absolue. C'est une souffrance qui est... Je n'ai pas de mots dans mon lexique pour vous dire à quel niveau on peut ressentir la souffrance de cette femme-là dans le moment où elle voit comme ça cette incapacité à se contenir se déverser sur elle. Ok, donc c'est une souffrance. Ce que la femme dit à ce moment-là, c'est qu'elle dit « je suis marquée émotionnellement par la souffrance » et les émotions, finalement, ne connaissent pas le temps. Le cerveau ne connaît pas le temps. Cette émotion réside en moi en permanence. Le travail de la thérapie, puisqu'ils viennent en thérapie, et le travail d'un rave, le travail d'une ligne d'écoute, ça va être d'amorcer, puisque c'est de ça dont il s'agit. Lorsque les gens téléphonent et qu'ils disent voilà, je suis dans cette situation, mais je souffre, le travail, ça va être précisément de travailler avec le mari et la femme pour que le mari, par son changement d'attitude, puisse parvenir petit à petit à ne pas avoir besoin de rassurer la femme. Par son attitude même, il devient un homme rassurant.
Alors je peux vous dire en tout cas une chose, c'est que les pourcentages de réussite dans ce genre de thérapie sont fonction finalement du caractère récidivant de la violence. C'est vrai qu'avec les gens qui sont violents de manière récidivante, le taux de réussite il est très faible. Mais lorsque le processus a été pris au départ, il y a eu un acte de violence conjugale, 2 actes de violence conjugale, et que ça ne s'est pas enraciné, que la femme a eu le courage et le cran de mettre fin à ça tout de suite, eh bien effectivement tous les espoirs sont permis. Donc il faut un peu, si vous voulez, distinguer les choses dans les faits. C'est vrai qu'une violence récidivante et qui est là depuis des années, effectivement, c'est quelque chose dont on peut sortir extrêmement difficilement. Alors quand la femme, par exemple, a porté plainte et que la police, comme on dit Israël, Batmoula, elle est là, effectivement, la réflexion du mari est plus rapide. C'est vrai. Donc en fait, compte, à la première violence, il faut déjà tout de suite mettre stop, c'est ça. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner à toutes les femmes qui risquent d'être victimes de violences conjugales, c'est de prendre directement contact avec un thérapeute et de dire au mari la chose suivante, c'est ou on fait une thérapie, ou on arrête. Il faut que cette menace, elle soit très claire. Et il faut que la prise de position soit très claire. Et il faut encourager les femmes à dire ce genre de choses. Alors, attention, je mesure bien les choses, parce que les contextes de violence conjugale sont des contextes dans lesquels il y a la peur. Et puis il y a surtout aussi parfois la honte. Les gens ont honte, il faut comprendre aussi ça. Une personne qui est victime de violence, c'est une personne qui dit « Mais comment se fait-il que moi, je suis victime de violence ?» Elle a honte d'elle-même. Donc ce mur de la honte aussi, il faut le franchir. Il faut encourager les femmes qui sont victimes de violences conjugales à franchir les murs de la honte et de la peur, prendre contact immédiatement avec un thérapeute et dire les choses de manière très claire. C'est ou la thérapie ou le divorce. Et là, en général, les choses peuvent se régler assez rapidement. On peut venir en thérapie, on peut aller voir un rave, on peut discuter, on peut rentrer dans un processus dans lequel on va arriver à améliorer donc la communication dans ce couple. D'accord, parfait. Et juste un point important, je pense. Qu'est-ce qu'une violence? Est-ce que c'est forcément un coup? C'est une personne qui se sent menacée? Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, une interdiction de sortir? Ça peut être des gros mots? Elle est où la violence? À partir de quel moment on peut dire c'est une violence? Nous, on a un outil théorique qui a 3000 ans qui s'appelle la Torah, et donc on fait de la thérapie. Donc on a des outils théoriques qui sont anciens. Par exemple, il est écrit Kol amarim yado al acheron nikra racha. Tout de suite, il lève la main sur son ami, il s'appelle déjà un rachat. Il n'a pas encore baissé, il a simplement levé. Maintenant, cette levée de main, c'est aussi un gros mot, c'est aussi du dénigrement, c'est aussi de l'humiliation, c'est aussi une interdiction de prise de parole, systématique, répétée, bref, une ambiance dans laquelle s'installe un déséquilibre dans la relation, où il y en a un qui se sent complètement écrasé, écrabouillé. Dans la plupart des contextes de violence conjugale, on va dire que ce sont plutôt les femmes qui sont victimes de ça. Mais dans ce type de violence que je viens de décrire, ça peut aussi être des hommes. Ça veut dire qu'il y a des couples dans lesquels les femmes insultent, humilient en public, dénigrent le mari devant les enfants. C'est aussi une violence conjugale. Et ça fait partie, ces violences-là, qui sont aussi le fait des hommes, sont finalement la plupart des cas de violence conjugale, c'est-à-dire dénigrement, humiliation, insulte en public ou en privé, ce qu'on appelle ona'at dvarim, c'est-à-dire une parole qui est une parole dure et dénigrante. La violence physique, elle commence à partir du moment où il y a une menace. Simplement, et en général, c'est plutôt le fait des hommes, hein, c'est 95% des cas de violence physique sont des violences masculines, ça commence à partir du moment où un homme, simplement par ses postures, simplement par sa manière de s'adresser à son épouse, simplement par la menace, le regard ou le geste qu'il va faire, la menace de violence, et où cette menace donc, est une menace qui peut vraiment être exercée. Puis il y a aussi un autre point, c'est que parfois, c'est une violence à l'égard des enfants, la femme tente de s'interposer, et elle prend un coup. Et le mari, là, se déverse finalement sur ta famille, il devient un véritable tyran domestique. C'est ça la violence conjugale. Donc il faut dire aux femmes, il faut le dire de manière très claire, n'attendez pas. Prenez contact avec un thérapeute, avec une ligne d'écoute, avec un rave, tout de suite, et recevez un conseil le plus rapidement possible. Si à la suite de ça, il faut aller à la police, vous irez à la police. Si à la suite de ça, il faut démarrer une thérapie parce que c'est possible, vous démarrez la thérapie. Si à la suite de ça, il faut se séparer pendant quelques temps, pour qu'on puisse apaiser les choses, il faudra se séparer. Mais n'attendez pas. Ça, c'est le conseil, je pense, le plus fondamental qu'on puisse donner aux femmes. Je pense que tout est clair. Merci beaucoup, Rav. Bonne journée à vous.